Après 13 mois d'affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah, un cessez-le-feu a donc été conclu hier soir sous l'égide des États-Unis et de la France. Le bilan humain s'élève à 3 823 morts au Liban, 129 morts en Israël. L'armée israélienne dispose de 60 jours pour se retirer progressivement du Liban. De son côté, le Hezbollah doit se retirer de la frontière sud avec Israël. Alors, quel avenir pour le Liban ? Pays déjà exsangue avant ce nouveau conflit. Le pays pourra-t-il s'en relever? Avec nous pour en parler, Émilie Sueur en direct de Beyrouth. Bonsoir, merci d'être avec nous. Sur TV5 Monde, vous êtes journaliste, directrice du développement numérique à L'Orient le Jour, le grand quotidien francophone libanais. Avec nous en plateau, Ziad Majed. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes chercheur, politologue, professeur de sciences politiques et études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Vous étiez il y a tout juste 10 jours à Beyrouth, au Liban. On commence avec vous, Émilie Sueur. Vous êtes donc dans la capitale libanaise. Comment ce cessez-le-feu est-il globalement accueilli par les Libanais, notamment dans la capitale ? Écoutez, c'est un mélange en fait de joie évidemment et de larmes, une sorte de soulagement, enfin un soulagement évident. Joie et soulagement parce que oui, c'est la fin des bombardements quotidiens, des multiples bombardements quotidiens, c'est la fin des multiples appels à évacuer. Et puis surtout, c'est un cessez-le-feu qui arrive après une soirée d'hier qui a été vraiment dure, avec des appels à évacuer concernant des quartiers du cœur de Beyrouth, donc la panique, l'angoisse totale des gens. Donc oui, soulagement ce matin évidemment que tout ça s'arrête. Et ensuite, là où ça devient plus compliqué, c'est la découverte. On avait déjà des images, mais là, les gens reviennent dans les quartiers qui ont été lourdement bombardés, dans les régions qui ont été lourdement bombardées. Et là, on découvre l'ampleur des dégâts, des quartiers rasés, des bâtiments détruits, des gens qui reviennent en se demandant s'ils ont encore un chez eux. Dans le meilleur des cas, l'appartement est endommagé, la maison est endommagée. Dans le pire des cas, il n'y a plus rien. Des familles qui se retrouvent après des jours et des jours de séparation. Et puis des zones qui ne sont toujours pas accessibles. La bande frontalière au Liban du Sud n'est toujours pas accessible et les conditions sont toujours extrêmement dangereuses puisque 3 journalistes se sont fait blesser par balles, par des tirs israéliens aujourd'hui du côté du village de Riam. Est-ce qu'on en sait plus sur les conditions justement de ce qui s'est passé? Semble-t-il, ce sont des Libanais qui retournaient dans le village de Riam, mais que ces journalistes voulaient couvrir ce retour. Quelles sont les nouvelles infos? Je n'ai pas tous les détails, mais ce qui est sûr, c'est que là, on a vu en soirée un certain nombre de messages venant de l'armée israélienne, que ce soit le porte-parole arabophone ou carrément le chef d'état-major, qui ont expressément interdit aux Libanais de revenir vers les villages qui sont toujours occupés par l'armée israélienne. En plus de ça, une sorte de couvre-feu, un couvre-feu a été imposé depuis 17h ce soir jusqu'à, je crois, 7h demain matin, pour toute une zone vraiment frontalière. Donc là, il n'y a plus moyen du tout pour les Libanais de retourner dans ces zones-là. Restez avec nous, Émilie Sueur. On vous retrouve tout à l'heure. Le chef d'un syndicat de journalistes parle d'une première violation du cessez-le-feu. Information donc à prendre avec prudence, mais on voit combien, Ziad Majed, cette trêve est fragile. Oui, elle est fragile, mais en même temps, comme le disait Émilie Sueur, il y a aujourd'hui un certain, je ne vais pas dire optimisme, mais un certain espoir qui renaît chez une grande partie de la population qui a été soumise pendant des mois à des bombardements qui ont détruit des villages, des villes, qui ont déplacé plus d'1 million de Libanais. Et le déplacement dans les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire il y a un problème au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, il y a une inflation, il y a la livre libanaise qui a perdu sa valeur, il y a des familles qui ont été dans des écoles publiques ou dans la rue. En plus, au Liban, il y a des réfugiés syriens et palestiniens qui ont été eux-mêmes déplacés également sous ces bombes-là. Donc, il y avait une condition de vie quotidienne, en plus des bombardements et en plus des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Israël. Il y avait une condition très difficile. Aujourd'hui, avec le cessez-le-feu, avec le retour, avec beaucoup de pièges aussi, politiquement parlant, au niveau de ce cessez-le-feu, reste que moins de bombes, moins de morts et moins de terreur. C'est une très bonne chose pour les populations concernées. Pourquoi piège politique? Parce que le Liban, on le sait, est un pays multiconfessionnel et qu'il y avait un risque de division avec ce conflit? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté le fait qu'il n'y a pas un consensus national autour de Hezbollah au Liban. Ça, c'est une évidence. D'autre part, le fait qu'il y a des déplacements internes au Liban, cela fait qu'il y a des
tensions qui peuvent, avec le temps et avec la durée du déplacement, éclater ou mettre plus de pression sur le tissu social libanais entre les communautés d'accueil, entre les personnes qui ont tout perdu sous les bombardements et qui ont quitté le sud ou l'est ou la banlieue sud. Les messages israéliens cherchaient toujours à créer plus de clivages et de divisions en prétendant qu'ils ne sont en train que de cibler Hezbollah et la communauté chiite, donc ce qu'ils considéraient la base sociale de Hezbollah, afin de dire aux autres, soulevez-vous contre Hezbollah et les chiites, donc vous serez à l'abri. Donc il y avait beaucoup de dynamiques de ce genre qu'Israël essayait de créer ou d'encourager. Et puis, au niveau même du cessez-le-feu, après les 60 jours, il va y avoir souvent des accusations de part et d'autre d'avoir violé le cessez-le-feu. Par exemple, aujourd'hui, les drones israéliens continuent à survoler l'est du pays, la région de Baalbek. Ça, c'est une violation claire. Israël n'a pas le droit, comme il le faisait pendant des années, de violer la souveraineté libanaise. Donc, les drones qui survolent. Si jamais il va y avoir un retard au niveau d'un retrait d'un certain nombre du combattant de Hezbollah du sud de Litanie, Israël va également considérer qu'il y a un véritable problème. Et puis, quel va être le rôle des États-Unis, qui est l'acteur qui fournit aux Israël toutes les armes, lui permettant de mener la guerre au Liban comme la guerre génocidaire à Gaza. Donc, il y a beaucoup de questions encore qui sont sans réponse. Émilie Sueur, en direct de Beyrouth, pour rebondir sur les propos concernant notamment les risques de division politique. C'est vrai qu'on a vu notamment des chrétiens et des musulmans organiser par exemple des prières communes dans certains villages du sud du Liban, même si Wissam Sharaf nous disait en première partie qu'à chaque fois, comme en 2006, il y a ceux qui disent que le Hezbollah a tenu tête à l'armée israélienne, une des armées les plus puissantes du monde, mais de l'autre aussi ceux qui disent, voilà, à cause du Hezbollah, où en est aujourd'hui le Liban. Oui, alors je note quand même, moi, pour avoir vécu 2006 ici, donc la guerre de 2006, 33 jours entre le Hezbollah et Israël. À l'époque, effectivement, il y avait déjà eu un énorme mouvement de déplacés. Donc les gens avaient fui le sud et avaient été accueillis en différents endroits du Liban, dans des localités qui n'étaient pas de la même confession. Et il me semble qu'il y avait plus d'empathie à l'époque qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la situation est beaucoup plus tendue. Je pense que ça n'a pas du tout échappé à Israël, qui a vraiment essayé de jouer sur cette corde-là durant ces 70 jours et qui probablement continuera à le faire. Mais il faut aussi se souvenir, le contexte aujourd'hui est très particulier au Liban. Il n'y a pas de président depuis 2 ans. On a un gouvernement sortant, pas grand-chose en vrai. Le Liban est dans une crise économique majeure depuis 2019, donc ça fait 5 ans. Il y a eu le blast, l'explosion du port de Beyrouth qui a quand même traumatisé toute une partie de la population. On a une révolution en 2019 qui n'a pas abouti et dont on espérait qu'elle allait permettre un renouvellement de la caste au pouvoir, ce qui n'a pas eu lieu. Donc le terrain est difficile, le terreau est vraiment compliqué en ce moment au Liban. Les gens sont fatigués. On entend ce qu'on entend partout. Alors là, dans toutes les communautés, c'est une fatigue générale. Depuis 5 ans, le Liban vit crise sur crise. Émilie Sueur, justement, on a le sentiment que beaucoup de Libanais ont tout fait pour rester au Liban. Est-ce qu'avec ce conflit, on a noté beaucoup de départs, une sorte d'exode? On a parlé notamment de Libanais qui allaient en Afrique de l'Ouest, francophones, en France aussi notamment, au Canada, en Amérique du Nord. L'exode, il a commencé il y a quelques années déjà, puis c'est un espèce de flux là, qui continue qui s'aggrave à la limite d'année en année. Là, des gens sont partis, des familles ont été divisées parce que des gens sont partis mettre leurs enfants à l'école dans des pays qui ne se font pas bombarder la journée. C'est plutôt ça qu'on a vu maintenant. Après, là, je pense qu'on est, comme le disait Ziad Majed, on est à un tournant. Il y a peut-être aujourd'hui, alors tout est compliqué, tout est toujours compliqué au Liban, mais il y a peut-être aujourd'hui une opportunité d'écrire autre chose, de commencer vraiment à le construire, cet État libanais ou ce pays. Si on prend cette voie-là, avec un grand si, on prend cette voie-là, non, l'exode va s'arrêter. Je pense qu'il n'y a pas un Libanais qui préfère vivre dehors que vivre dans son pays. Ziad Majed, dans un instant, je vais vous poser cette question sur la responsabilité qui incombe encore davantage aux responsables libanais, souvent accusés d'incurie par les citoyens libanais. Mais d'abord sur l'armée libanaise qui dit aujourd'hui qu'elle a commencé à se déployer dans le sud du Liban. C'est aussi l'un des enjeux de cette trêve, alors qu'un député du Hezbollah tout à l'heure disait de toute façon, les membres du Hezbollah, ils sont libres d'aller chez eux, personne ne peut les en empêcher, c'est l'un des nœuds centraux du conflit. L'armée libanaise peut-elle
peser et devenir une armée régulière classique? Oui, s'il y a une volonté politique de permettre à l'armée de jouer ce rôle-là, l'armée peut le jouer. Mais volonté politique de qui? Des Libanais d'un côté et aussi de la communauté internationale, parce qu'il y a eu souvent des blocages par rapport à l'armement de l'équipement de cette armée, étant donné qu'Israël émet toujours des réserves sur l'armement au Liban. Il y a pas mal de pays qui respectaient les réserves israéliennes, donc l'armée n'a pas reçu suffisamment de soutien logistique, mais elle peut jouer un rôle aujourd'hui, d'autant plus que les Libanais considèrent que c'est la seule issue de secours avec le cessez-le-feu pour essayer de prolonger ce cessez-le-feu-là et le transformer plus tard en une réalité. En même temps, il est vrai que les membres du Hezbollah sont les enfants des villages et des villes du sud Liban, donc personne ne peut leur dire de ne pas aller chez eux. Par contre, il y a les civils et il y a les combattants. Exactement. Par contre, ce qui va être négocié, c'est la présence des armes de Hezbollah au sud du fleuve Litani. Et il va y avoir probablement des discussions au sein du pays, au Liban, s'agissant de la nécessité d'avoir du côté de l'État le monopole de l'usage des armes, le monopole de la décision de la guerre et de la paix. Il y a des Libanais qui soutiennent Hezbollah, donc il a une légitimité populaire, ça c'est sûr. Il y a un système confessionnel au Liban qui permet aux représentants des communautés d'avoir leur place dans le jeu politique, dans les institutions. Donc il faudra élire un président de la République. Mais il peut y avoir une unité nationale? Ça va être très difficile, mais il peut y avoir des ententes nationale. Et l'histoire contemporaine du Liban est pleine de compromis. Des compromis qui, parfois, pouvaient aller jusqu'à 10 ans de créer une certaine stabilité politique, économique. Puis une crise nous rappelle que le système lui-même doit être repensé, le système qu'on appelle confessionnel ou consociatif. Il peut y avoir une entente aujourd'hui, mais le Liban reste quand même otage du jeu régional, avec un gouvernement Netanyahou et avec l'extrême droite israélienne qui va essayer d'annexer la Cisjordanie, avec une possible confrontation entre Israël et l'Iran, avec des problèmes non réglés et surtout avec l'impunité des acteurs qui commettent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il y aura toujours des sujets conflictuels ou poussant à la conflictualité. C'est le fameux Liban caisse de résonance. C'est ça. Et en même temps, il y a une responsabilité libanaise. Comment reconstruire l'État et comment redéfinir les limites de chaque camp politique et de ses relations régionales. Merci beaucoup Ziad Majed et merci à vous Émilie Sueur d'avoir été avec nous en direct des locaux, on l'a vu, de Lorient le jour. Merci à tous les